Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Opération Grand Froid, après la réussite de la première étape de cette opération solidaire, c'est parti pour la deuxième phase. Après Mid El Tnefra Azil Al Haouz, la Fondation Mohamed V pour la solidarité a mis le cap aujourd'hui sur 9 nouvelles provinces aux hivers rigoureux. Parmi elles, Hoceima. Nous suivrons un reportage à Bniouansar. Le salon Aliotis de retour à Agadir à partir de demain. Les professionnels du secteur attendent beaucoup de cette 6e édition qui met en avant l'aquaculture. Plus de 50 000 visiteurs sont attendus cette année. Sport, football, les yeux des aficionados du ballon rond seront braqués à partir de demain sur le Maroc. Notre pays abrite l'édition 2023 du Mondialito. L'événement se déroulera à Rabat et à Tanger. Le match d'ouverture aura lieu dans la perle du Détroit entre Al Ahly et Auckland City. Un nouveau témoignage fort des capacités organisationnelles du Maroc, des grands événements sportifs. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au nouveau président élu de la République tchèque, Petr Pavel. Dans ce message, le souverain exprime ses chaleureuses félicitations à M. Pavel ainsi que ses vœux de plein succès dans l'exercice de ses hautes fonctions pour conduire son pays à davantage de progrès et de prospérité. Le souverain exprime aussi sa considération pour les liens d'amitié et de considération mutuelle unissant le Royaume du Maroc et la République tchèque, assurant de sa volonté d'œuvrer de concert avec le nouveau président élu pour développer la coopération bilatérale entre les deux pays. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le général de corps d'armée, inspecteur général des phares et commandant la zone sud, a reçu aujourd'hui au niveau de l'état-major général des phares à Rabat le général de brigade Fructueux Gbakidi, chef d'état-major général des forces armées béninoises. Les discussions entre les deux responsables qui se sont déroulées en présence des chefs de bureau concernés de l'état-major général des phares ont porté sur la coopération bilatérale entre les forces armées royales et les forces armées béninoises. À cette occasion, l'inspecteur général des phares et le chef d'état-major général des forces armées béninoises se sont félicités des liens d'amitié, de solidarité agissante et de confiance mutuelle qui lient le Royaume du Maroc et la République du Bénin. Initiée depuis les années 90, la coopération bilatérale entre les deux armées est axée principalement sur la formation du personnel militaire béninois au sein des écoles et des centres d'instruction des phares, aussi bien pour les formations initiales et continues que pour l'enseignement militaire supérieur. Et dans ce registre, les deux responsables ont exprimé aussi leur satisfaction quant à l'élargissement de la coopération militaire à d'autres domaines et ils ont réitéré aussi leur volonté de continuer à œuvrer pour promouvoir davantage cette coopération bilatérale. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu aujourd'hui à Rabat avec une délégation estonienne du groupe d'amitié parlementaire maroco-estonien présidé par Reivo Tam. Ces entretiens ont principalement porté sur des questions se rapportant à la politique étrangère du Maroc et de l'Estonie. Le président du groupe d'amitié parlementaire maroco-estonien a exprimé sa joie d'avoir eu l'occasion de visiter les provinces du sud du royaume, notamment la ville de Dakhla, après une longue attente, précise-t-il. Il a également tenu une série de réunions à Rabat avec d'autres ministres et le président de la Chambre des conseillers, Nama Meyara. Opération Grand Froid 2023, l'acheminement des kits alimentaires et des couvertures se poursuit dans les contrées montagneuses pour aider les habitants à faire face à la rudesse de l'hiver. Après être venu en aide lors de sa première phase à plus de 21 000 ménages répartis dans les hauts et les moyennes Atlas, eh bien l'action solidaire démarre aujourd'hui sa deuxième tranche dans 9 nouvelles provinces du royaume, dont Al-Hoceima. Reportage tout de suite dans la commune territoriale de Bni Bounsar avec Rachid Al-Tabi et Zakaria Boukelbillah. Des couvertures et des kits de produits alimentaires de première nécessité, fin prêts à être distribués aux populations de la commune Beni Bounsar, province d'El Hoceima.
Ces aides acheminées par la Fondation Mohamed V pour la solidarité bénéficieront aux habitants des zones rurales et montagneuses, durement touchés par la vague de grand froid qui sévit dans la région. On a prévu 25 sites. Ces sites ont été prévus de telle manière à être le plus proche de la population et des citoyens. Nous nous trouvons aujourd'hui dans l'un des sites, la commune Bni Mensar, où on prévoit la distribution de kits pour 480 familles, Inch'Allah. Pour cette deuxième phase de l'opération Grand Froid, 7100 familles en situation de vulnérabilité recevront ces aides envoyées sur hautes instructions royales. Il fait très froid et le bois de chauffage est peu disponible. Nous vivons dans des conditions difficiles. Ces aides viennent juste à temps. J'avais déjà bénéficié des aides. C'est la deuxième fois. Actuellement, il fait un froid terrible. Il n'y a pas d'activité agricole et l'eau manque à l'appel. Nous avions grand besoin de ces aides en ces temps de grand froid. Cela nous soulage beaucoup. L'action solidaire Grand Froid est dédiée aux provinces du Grand et du Moyen Atlas, durement touchées par les baisses des températures. Les provinces de Chefchaouen, Tinrir, El-Hoceima, Tezad, Saounat et d'autres zones sont concernées par la deuxième phase de cette opération humanitaire. Le Moyen Atlas est tout aussi concerné par les importantes chutes de neige. Les autorités concernées travaillent d'arrache-pied pour dégager les routes et fluidifier la circulation. Et dans ces conditions météorologiques spéciales, les automobilistes doivent redoubler de vigilance au volant et observer un certain nombre de règles. Ahmed Fadeli et Malia Aouad pour le commentaire. Tombée en abondance, la neige paralyse les routes et les risques d'accidents sont alors multipliés. L'impact du froid paralyse le moteur et la carrosserie. Les pneus se fissurent, obligeant les conducteurs à redoubler de vigilance. Des précautions s'imposent donc pour rouler en toute sécurité. En cette période de neige, nous conseillons aux automobilistes d'être prudents et de prendre toutes les précautions nécessaires afin de prendre la route. Il faut toujours vérifier l'état technique de sa voiture et vérifier les pneus. Il faut également prévoir des couvertures et des denrées alimentaires au cas où il y ait des blocages sur les routes. Adopter le bon comportement en hiver, c'est préparer son véhicule, anticiper, réduire sa vitesse pour éviter le patinage, augmenter les distances de sécurité et faire des réserves de nourriture. Se protéger soi-même et protéger les autres est la règle d'or du parfait conducteur par temps de neige. Avant de prendre la route, je vérifie le niveau d'huile du moteur, mais aussi l'état de mes pneus. Après quoi, je jette un petit coup d'œil à la météo pour voir s'il y a du brouillard ou non. Et je prends des biscuits pour les enfants, au cas où il nous faudrait attendre. Maintenant que les routes sont enneigées, je passe toujours chez le garagiste afin qu'il vérifie tous les paramètres de ma voiture. J'ai toujours des couvertures à portée de main et des fruits secs à grignoter. Vous l'aurez donc bien compris, la conduite hivernale exige des précautions nécessaires pour vous et votre véhicule. Réduire son allure est l'un des premiers commandements de la conduite sur neige. Puis, garder son calme en toutes circonstances. Vous voilà fin prêt à sillonner les routes enneigées du royaume en toute sécurité. À présent, justement, les couleurs du ciel. Cette fois-ci pour demain, le temps encore froid avec des gels et des verglas sur les montagnes, leurs régions voisines, le sud-est, les plateaux de l'oriental et les plaines intérieures du pays. Quelques gouttes faibles de pluie sur l'Atlas et les régions entre El Jadida et Essaouira. Et prévoyez aussi d'importantes chutes de neige sur le haut Atlas, c'est cela, au-delà des 1700 mètres. Direction Alger, où la délégation parlementaire marocaine participant aux travaux de la 17e conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI. L'organisation de la coopération islamique a dénoncé l'incident survenu lors de la séance d'ouverture. Incident qui souligne la délégation marocaine, et je cite,
une atteinte à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et une ingérence dans les affaires internes d'un pays musulman, membre de l'Union, commis par un représentant d'une organisation parlementaire qui ne fait pas partie de l'Union. La délégation marocaine a également souligné dans une lettre de protestation adressée au secrétaire général de l'Union que l'accueil de Gloria Flores, présidente du Parlement andin, et son invitation à assister à la session d'ouverture par le pays hôte, je cite encore une fois, ne l'habilite en aucun cas à aborder des questions qui ne relèvent pas de la compétence de l'organisation ou alors à soulever des sujets de controverse pouvant compromettre l'esprit du consensus qui caractérise notre action islamique commune. La délégation marocaine a aussi affirmé que de tels dépassements constituent, je cite encore une fois, une violation flagrante des objectifs de notre Union et des principes qui sous-entendent sa tension. Et ces pratiques ne peuvent pas être tolérées ou alors passées sous silence, tout en exprimant son rejet absolu et catégorique de ce qui s'est passé et du contenu du discours de la représentante du Parlement andin. La délégation parlementaire marocaine a également appelé le secrétariat général à retirer le contenu de son discours des rapports de l'Union parlementaire de l'OCI, demandant à veiller à ce que cet incident ne se reproduise plus. Ouvrons à présent l'actualité monde de ce journal avec d'abord la France. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui encore pour protester contre la réforme controversée des retraites, projet phare du président Emmanuel Macron. Alors qu'environ 2 millions de personnes avaient marché lors du premier appel intersyndical à la grève, la mobilisation dans la rue s'annonce encore forte dans les jours qui viennent. Triste bain de sang au Pakistan, 100 morts, c'est le bilan encore provisoire de l'attentat survenu dans une mosquée au sein du quartier général de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan. Attaque commise selon la police locale en signe de représailles aux opérations policières menées et visant des groupes armés. Le bilan risque de s'alourdir car on dénombre plus de 200 blessés, majoritairement en état grave. L'armée ukrainienne va recevoir entre 120 et 140 chars occidentaux, annonce faite aujourd'hui par le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Selon Dimitro Kuleba, le président Zelensky réclame une assistance encore plus poussée, passant par la livraison de missiles à longue portée et d'avions de combat. Berlin a déjà catégoriquement rejeté l'idée, alors que le président français Emmanuel Macron a estimé prudemment que par définition, rien n'était exclu jusqu'ici. Retour à l'actualité nationale avec d'abord le salon Haliotis qui est de retour à Agadir à partir de demain. Il s'étalera sur 5 jours. Cette 6e édition est placée sous le signe de la pêche mais aussi de l'aquaculture. Un rendez-vous incontournable et surtout prometteur pour la filière. Quelques 50 000 visiteurs sont attendus cette année. Malia Aoued. Ce sont là les derniers préparatifs de la 6e édition du salon Haliotis. Rythme soutenu pour toutes les petites mains et autres concepteurs qui fignolent l'aménagement des stands sur une superficie totale de 7800 mètres carrés. 48 pays seront représentés lors de ce grand rendez-vous et plus de 300 exposants parmi les opérateurs du secteur de la pêche, de la transformation des produits de la mer et de l'aquaculture. Nous travaillons d'arrache-pied pour que cette 6e édition soit un succès. Les préparatifs ont commencé depuis le mois de décembre. 337 exposants participent à ce salon. Nous sommes vraiment très heureux du retour du salon Haliotis. Cela nous permet de découvrir toute l'actualité du secteur, que ce soit dans le domaine de la pêche maritime, la pêche en haute mer et la pêche traditionnelle. Seront également présents les 22 membres de la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, un secteur clé du développement économique et social.
Cette 6e édition du Salon Yaloutis est un événement important pour tous les Mauritaniens qui travaillent dans le secteur de la pêche. C'est l'occasion de se retrouver avec nos homologues marocains et de sceller des partenariats. Partenaire stratégique du Maroc, l'Espagne sera l'invité d'honneur de cette 6e édition. Placée sous le signe pêche et aquaculture durable, levier pour une économie bleue, inclusive et performante. Le Maroc, terre de football par excellence, ce pays qui mise beaucoup sur la discipline et sur ses valeurs rassembleuses, pays qui excelle aussi dans l'organisation des grands événements footballistiques. Et l'heure est actuellement au Mondialito. La Coupe du Monde des clubs FIFA 2023 démarre officiellement demain. Le premier match opposera l'équipe égyptienne d'Al Ahly à l'équipe néo-zélandaise d'Auckland City. Et ça va se passer à Tanger. Saïd Najeh, Anissa Boumedi, avec le commentaire d'Imel Ablo. Le grand stade de Tanger, fin prêt pour accueillir le Mondialito, la Coupe du Monde des clubs. Au cours des dernières semaines, les travaux d'extension du stade se sont accélérés. Tribunes, vestiaires, terrains de jeu, écrans d'affichage et signalétique. Un défi relevé haut la main dans les délais impartis. Bienvenue au village sportif de la perle du Détroit. Le village sportif est équipé de nouvelles dépendances et d'infrastructures. Il est doté d'une piscine olympique, d'une piscine semi-olympique, d'un complexe de tennis, d'un espace dédié au futsal. La capacité du grand stade de Tanger augmente pour accueillir désormais pas moins de 65 000 spectateurs. Une infrastructure sportive devenue un des plus grands stades de football du pays. Elle offre de véritables garanties en matière de qualité d'accueil, de confort et de sécurité pour les visiteurs et les organisateurs d'événements, conformément aux normes olympiques. Les travaux d'extension et de rénovation du grand stade de Tanger ont été réalisés en un temps record grâce aux efforts conjugués de la région et de l'ensemble des intervenants. Et c'est ici que se joue demain le match d'ouverture entre le club égyptien d'Al Ahly et Auckland City de la Nouvelle-Zélande. À ce Mondialito, le Wydad de Casablanca a toutes ses chances de briller. Le club casablancais figure parmi les premiers au classement du championnat national. Il s'est imposé dernièrement comme l'un des gros calibres du continent. Et on quitte le monde du ballon rond pour celui des formes et des couleurs. Il partage 100 ans de travail entre Tanger, sa ville natale, et Paris, où il s'est installé depuis déjà quelques années. Un choix certes volontaire, mais qui n'empêche pas l'artiste peintre Omar Mahfoudi d'entretenir une nostalgie constante avec son pays d'origine, le Maroc. Cela se traduit dans ses œuvres par une succession de paysages toujours idéalisés et presque irréels. Mustapha Ouda et Dominique Orlanto. Sous laquelle des latitudes géographiques M. Omar Mahfoudi nous invite-t-il dans cette exposition? Probablement sous les tropiques et à proximité d'une île ou d'un petit atoll, peut-être Hawaï, peut-être même l'archipel d'Okinawa. J'avais envie de voyager, mais je ne pouvais pas partir de Paris. Alors voilà, ces derniers temps, j'ai commencé à avoir des inspirations assez japonisants que j'ai commencé à relier avec des souvenirs, on peut dire, orientales. Voilà, j'ai commencé à d'essayer de faire un peu, d'avoir des inspirations de Matisse en passant par Hokusai, cette douceur, cette peinture avec, voilà, qui nous invite à un voyage où il y a un côté, on peut dire, il y a un côté mystique, voilà, d'ermite en voyage. Pour parvenir jusque ces autres rivages qu'il réussit à atteindre par le seul biais de son imagination, il a en sa possession une technique bien à lui. Sa technique repose sur la dilution. Il dilue d'abord la couleur, que ce soit de l'encre ou que ce soit de l'acrylique, et la couleur envahit la toile, et à partir de cela, il dessine. Et je ne peux m'empêcher de penser que le dessin, son dessin est guidé par ses réminiscences, par ses souvenirs et par cette dimension nostalgique. We live in Paris, but Omar is always
Omar et moi vivons à Paris, mais tous les paysages qu'il dessine n'ont strictement rien à voir avec ceux de la capitale française. Ce sont comme des bribes de souvenirs de son adolescence à Tanger. Ce sont aussi des rêves de contrées qu'il n'a pas encore visitées. Cela témoigne de sa curiosité et de son ouverture sur le monde. Et si parmi l'ensemble de toutes ces nostalgies, il ne fallait en retenir qu'une seule, celle de la grande peinture qu'il a toujours animée et qu'il tente d'approcher à force de travail. Et de la curiosité artistique, il en sort souvent de très belles choses. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.